notre webinar qui est consacré aujourd'hui à vous aider à réussir votre déconfinement. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour ce webinar qui durera 45 minutes, qui est organisé par Serre France. Vous étiez 414 à vous être inscrits à ce webinar. Vous êtes des adhérents, des clients Serre France, vous êtes des prospects, vous êtes des chefs d'entreprise, vous êtes des agriculteurs, des commerçants, des artisans et vous vous intéressez aujourd'hui au sujet de la reprise de l'activité dans un cadre bien particulier. Eh bien, aujourd'hui, avec nos experts Serre France, on va vous donner des éléments de réponse pour que vous puissiez au mieux vous organiser et travailler sur cette reprise d'activité. En préambule, je suis Ludovic Pétel, je suis directeur du développement du réseau Serre France et vous donnerez quelques éléments très rapides sur ce qu'est Serre France, premier réseau mutualiste et associatif avec deux métiers, l'expertise comptable, la paye, et puis le conseil économique, le conseil expert, un réseau qui est présent partout en France, 700 agences, un réseau qui, avec ses 13 000 collaborateurs, accompagne des chefs d'entreprise, pour les améliorer leur performance, pour les accompagner au quotidien, pour leur faciliter la vie sur ces métiers de l'expertise comptable et du conseil. Réseau Serre France est un réseau de 816 millions d'euros de chiffre d'affaires, 700 agences et donc une couverture nationale qui permet de vous accompagner partout où vous êtes en France. Aujourd'hui, donc, nous avons un webinar qui est organisé avec deux experts de pôle social, qui sont Nathalie Bonduel, qui est directrice de l'expertise sociale de Serre France Poitou-Charentes. Et puis, nous avons également le plaisir d'avoir avec nous Christelle Dupin-Rapard, qui est responsable juridique, qui est responsable du service social de Serre France Minimed. Bonjour à tous. Les thèmes que nous allons donc aborder avec vous aujourd'hui, premièrement, nous parlerons de la sécurité de vos salariés. Ensuite, nous aurons une activité sur les modalités de reprise. Quelles modalités de reprise, que ce soit sur le télétravail, la poursuite de l'activité partielle, l'arrêt de travail, les primes PEPA, les congés. On parlera ensuite des suites des déconfinements. Et puis, dans la quatrième partie, on parlera des dirigeants salariés. On vous a entendu lors du dernier webinar. Certains d'entre vous nous disaient oui, mais parlez également des dirigeants salariés. C'est ce qu'on a fait. Et on a intégré un chapitre sur la problématique des dirigeants salariés. Voilà. Eh bien, écoutez, on est très, très heureux de vous avoir avec nous. Les questions peuvent être posées par chat. On y répondra dans la dernière partie de ce webinaire. On prendra un temps pour prendre le plus possible de questions. Voilà, utilisez le chat à cet effet. Et sans tarder, je vais laisser la parole donc à Nathalie, qui va commencer à nous parler de sujets concernant la sécurité de vos salariés, qui est un sujet clé aujourd'hui dans cette phase de reprise d'activité. Voilà, Nathalie, je te laisse la parole. Alors, je vous interromps juste 2 secondes parce que j'ai un petit problème technique. Je ne vois pas défiler moi-même le PowerPoint. Donc, je ne sais pas si c'est que moi ou l'ensemble des participants. Non, c'est que toi, les participants le voient. Le support défile bien. Ok. Il n'y a pas de problème. D'accord. Bon, bah, écoutez, moi, du coup, j'ai la page figée au départ. Donc, vous prendrez la main pour me passer les diapos. Hein, merci. Oui, très bien. Très bien. Nathalie, tu as la parole. On y va. Bonjour à tous encore à nouveau. Merci d'être fidèles à nos webinaires Serre France. Bon, au moins quelques petits rappels sur la sécurité des salariés qui vont concerner le protocole de déconfinement. Je pense que vous êtes maintenant tous quand même dedans, au moins pour ceux qui ont pu ouvrir depuis le 11 mai. Donc, bien sûr, on va parler là-dedans des mesures barrières de distanciation physique, quelques recommandations à faire dans vos entreprises qui ont ouvert en termes
Non, là, je ne sais pas qui c'est qui m'avance là, mais il faut pas m'avancer le diaporama. Voilà. Recommandations en termes de jauge, parce que effectivement, pour ceux d'entre vous qui ont des espaces ouverts, eh bien, vous allez avoir, et je pense notamment aux restaurateurs. Je sais qu'il y en a dans la salle. Vous n'êtes pas encore ouvert. Vous avez vous allez entendre, pardon, à 17 h le ministre s'exprimer là-dessus pour votre ouverture. Tous ces espaces ouverts, il va y avoir des jauges importantes à respecter. Également, pour ceux qui sont en l'accueil, qui reçoivent des accueils clients, il faut aussi intégrer la gestion de flux des personnes. Vous avez tous travaillé, je pense, sur des équipements de protection individuelle. Ça concerne aussi des tests de dépistage, même si ça, c'est extrêmement réglementé. Les prises de température, faut continuer à nettoyer et à désinfecter. Il y a l'affaire des masques, tout ça, je vais en reparler tout à l'heure. Et puis, dans cette première slide, moi, je vous invite, je vous l'avais déjà donné au dernier webinaire, d'aller sur le site du ministère du Travail. Il y a des fiches conseils et des guides métiers qui sont extrêmement bien faites. Vous en avez sur toutes les branches d'activité, les garagistes, les coiffeurs, des fiches conseils sur les saisonniers agricoles sont sorties là très récemment. Allez les visiter. Elles sont synthétiques, elles vous aideront à aborder au mieux la sécurité de vos salariés dans le cadre de la reprise du travail. Alors, maintenant, on va parler un peu de plan de continuité. Alors, plan de continuité, protocole de déconfinement, ça porte plusieurs noms. Ça veut dire en gros, comment je fais pour réouvrir. C'est important, vous voyez, je voulais synthétiser en 4 petites parties. Pour ceux qui ont de la représentation du personnel, c'est important de les associer, d'associer vos salariés à la mise en place de ces mesures spécifiques sanitaires notamment. Il faut mettre à disposition aussi des moyens d'hygiène suffisants, mettre à disposition à vos salariés et à vos clients aussi des moyens d'hygiène suffisants. Nettoyer vos locaux régulièrement. Il faut sensibiliser vos salariés à effectuer des remontées individuelles d'informations en lien avec une éventuelle exposition. J'insiste bien sur cette partie-là. Formez vos salariés. Le port d'un masque, ça se porte d'une certaine manière. Se nettoyer les mains, à quel moment je nettoie les mains, etc. Donc là, nous avons une instabilité au niveau du diaporama. C'est pas évident, donc je vais reprendre le diaporama pour que vous puissiez suivre. Je ne sais pas, ce diaporama, il saute. Donc, nous en étions à cette diaporama-là. Non, là, il faut vraiment que je sois toute seule à prendre la main sur ce diaporama, sinon on va pas y arriver. Oui, moi, je ne touche rien. Non, mais c'est peut-être Ludovic. Je sais pas. Rédiger protocole sur la conduite à tenir en cas d'identification d'un salarié infecté. Vous pouvez avoir un salarié qui est Covid, qui a de la température, écrivez, et si c'est un salarié qui le constate, un de ses équipiers, il faut écrire comment il doit faire. Ça va jusque-là. Donc, n'hésitez pas, cette partie-là, elle est importante pour détecter au moins la personne malade le plus vite possible et prendre les mesures nécessaires. Enfin, les masques. Alors, les masques, on a eu beaucoup de questions sur les masques au niveau de notre clientèle Serre France. Le port du masque doit-il être rendu obligatoire par l'employeur? Je dirais ici qu'avant de parler des masques, il faut que vous réfléchissiez, avant le port du masque, à ce que vous devez mettre en œuvre et par rapport aux solutions techniques et organisationnelles. Il faut commencer par mettre en œuvre ces solutions techniques et organisationnelles de protection individuelle pour réduire le risque, la distanciation, avant d'aller dire on va tout de suite au masque. Si la distanciation, elle est le masque, c'est un geste barrière complémentaire, mais si la distanciation elle est en place, je pense notamment à nos agriculteurs qui travaillent tout seuls dans leur tracteur, ils n'ont pas forcément besoin de masque. Je pense aussi à ceux qui sont en contact avec la clientèle. Là, c'est évident que le masque, c'est un geste complémentaire de plus pour la sécurité. Si vous devez le rendre obligatoire, vous devrez fournir et délivrer une information spécifique au salarié sur son utilisation. Donc, pensez à faire, vous avez été nombreux à le faire, mais continuez à faire une petite fiche technique, comment on met son masque, puis comment on le lave aussi. C'est important. Les problématiques autour de la température. Alors, c'est effectivement des contraintes à la température. L'employeur peut-il imposer la prise de température pour ses salariés? Aujourd'hui, on n'a pas de cas devant les tribunaux sur ces sujets-là. L'administration le déconseille fortement, mais j'ai pas de texte. C'est une contrainte, la température. Je dirais que si vous l'envisagez, il faudra mettre en place quelque chose pour écrire comment je l'envisage, dans quel cas ça se fait, et souvent ça s'encadre dans le règlement intérieur de l'entreprise.
La mesure aussi, si vous décidez de le faire, elle doit être proportionnelle à l'objectif que vous recherchez. Elle doit offrir des garanties supplémentaires. Si vous avez déjà mis toutes les garanties supplémentaires, les masques, la distanciation, les gestes barrières, les plexiglas, etc., ben, la température n'est pas forcément utile. Enfin, les équipements de sécurité. Alors, je voulais vous présenter ces équipements de sécurité et faire un slide là-dessus parce qu'il y a des aides financières. Elles sont très encadrées et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Elles concernent tous les travailleurs indépendants. Attention pour les entreprises de 1 à 49 salariés. Je sais que vous êtes nombreux dans la salle de moins de 50 salariés. Mais alors, attention, je sais que j'ai des agriculteurs dans la salle. Ça ne concerne pour l'instant que le régime général de l'URSSAF. Donc, si vous êtes rattaché au régime MSA, aujourd'hui, c'est pas proposé. C'est bien regrettable, je le sais. Le réseau Serre France, on a fait remonter cette problématique à la CCMSA hier après-midi. Et donc, voilà, ça ne concerne que le régime général. Alors, ça comporte, ces aides financières, elles seront données que si vous déclarez sur l'honneur ne pas bénéficier d'aide publique, vous devez être implanté, bien sûr, en France ou dans un DOM, et surtout, vous devez avoir réalisé la mise à jour. Alors, je sais que vous avez tous réalisé vos documents uniques d'évaluation des risques parce que vous êtes des employeurs professionnels, mais peut-être n'avez-vous pas fait vos mises à jour très récemment. Et c'est vrai que le Covid impose et emmène forcément une mise à jour du document unique évidente. Donc, si vous avez fait votre mise à jour ou si vous ne l'avez pas fait, eh bien, vous revenez vers votre conseiller Serre France au service social. On est, nous, effectivement agréés, on est partenaire de la sécurité sociale sur ce sujet-là, et donc on réalise des documents uniques depuis plus de 10 ans, et on fait aussi les mises à jour. Donc, si vous faites un achat de 1 000 € au moins entre le 14 mars et le 31 juillet 2020, vous allez pouvoir prétendre à une aide de 50%. C'est ce qu'il faut comprendre. Alors attention, parce que cette aide financière de 50%, il y a une enveloppe de 20 millions d'euros seulement qui concerne ce remboursement d'aide à la sécurité. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, ça veut dire que vos achats, vous devez les faire entre le 14 mars et le 31 juillet. Et le dossier, qui est un formulaire, vous devez le déposer avant le 31 décembre 2020. Je vous invite vivement à le déposer rapidement. Les premiers arrivés seront les premiers servis. C'est évident. Et attention, un seul dossier. Alors c'est sur le site d'amélie.fr, mais la sécurité sociale, la CARSAT, c'est la CARSAT qui va les instruire, je crois, et la sécurité sociale ne veut pas 36 dossiers. Donc, si vous avez plusieurs achats, il faudra déposer qu'un seul dossier et fournir les factures. Alors, c'est pareil, vous avez acheté que des masques et du gel hydroalcoolique, ça suffira pas pour que ce soit pris en charge. Il faut que vous ayez mis en place des mesures de prévention telles que, je vous les ai mis dans un petit encadré, tout ce qui concerne la mise en place de gestes barrières, de la distanciation sociale, donc ça peut être des kits files, des poteaux et des grilles, des barrières amovibles, les plexiglas, j'en ai parlé tout à l'heure, les écrans, les tableaux de communication, des mesures d'hygiène, de nettoyage par exemple, pour se laver les mains, les douches, les toilettes, etc. Et puis, si en plus de ça, j'ai acheté des masques et de gel hydroalcoolique, eh bien, ça pourrait être remboursé. Mais ça ne suffira pas, j'insiste bien là-dessus. Et puis, bien entendu, c'est sous condition, c'est sous condition d'avoir fait la mise à jour de son document unique d'évaluation des risques. Et dans le formulaire, on vous demandera, c'est une déclaration sur l'honneur, on vous demandera la date de mise à jour de votre document unique. Alors, on y vient à ce fameux document unique d'évaluation des risques. Donc, Serre France étant partenaire, nous, on le connaît bien. Vous le connaissez aussi. Les modalités d'actualisation de votre document, c'est intégrer les nouveaux risques qui sont générés par l'adaptation du fonctionnement de l'entreprise. Donc, tout ce que vous avez mis en place, il faut simplement l'écrire. Aménagement des locaux, télétravail, affectation de nouveaux postes. Anticiper les risques liés à l'épidémie, donc tout ce que vous avez acheté, comment vous avez prévu que vos salariés qui travaillent aujourd'hui en équipe de 2, dans quel cadre ils travaillent en équipe de 2, comment c'est encadré. Il faut identifier les mesures de protection, identifier le risque, et puis voilà, c'est pas plus difficile que ça. Il faut un petit peu aussi penser à intégrer le médecin du travail, et puis si vous êtes une entreprise qui avait des élus du personnel, faut aussi intégrer le CSE, faut leur en parler, demander leur avis. Et si vous n'avez pas fait ça, il y a des amendes.
bah, c'est très français, il y a des amendes, donc 1 500 €, 3 000 € en cas de récidive, des dommages et intérêts, etc. La faute inexcusable. Je passe assez vite là-dessus, mais voilà, le mot d'ordre, la préco qu'on vous donne, c'est mettez à jour votre document unique et comme ça vous serez tranquille, surtout si vous demandez des aides. Voilà, donc je vais laisser la parole à Christelle. Donc Christelle, tu n'as toujours pas le diaporama en ligne? Non, toujours pas. Donc, je prends la main, effectivement. Merci, Nathalie. Et je te laisse voilà, faire défiler à ma place. La technique ne nous aide pas trop aujourd'hui, mais bon, écoutez, on va y arriver quand même. Donc, effectivement, sur cette seconde partie, moi, je vais vous parler des modalités de reprise. Donc, sur les modalités de reprise, on va démarrer par le télétravail. On l'avait déjà abordé effectivement lors de notre dernier webinaire où on vous avait précisé que le télétravail reste la norme. C'est effectivement une obligation, si vous avez vos salariés en télétravail, de les laisser jusqu'à nouvel ordre. Donc, comme vous l'a dit Nathalie, on écoutera notre Premier ministre ce soir pour savoir ce qu'il en advient à partir du 2 juin. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous devez, si vous avez la possibilité de faire télétravailler vos salariés, de continuer à utiliser ce mode de fonctionnement quand il est indispensable au fonctionnement de l'entreprise. Alors, je vais parler de ce télétravail sous 4 angles parce que l'horaire de travail doit être maintenu. Il va falloir avoir des alertes et vous êtes aussi nombreux à nous interroger on en reparlera plus tard, mais à nous interroger sur le fait qu'il y a beaucoup de salariés qui se satisfassent de ce mode de fonctionnement, d'activité, et qui vont vouloir poursuivre par la suite le télétravail. Donc, il va falloir vraiment réfléchir à l'instant T, ça a été mis d'une manière rapide, compte tenu du contexte au mois de mars. Mais quelqu'un qui est en télétravail doit poursuivre son horaire de travail sur des horaires identiques au bureau. Il faudra intégrer le droit à la déconnexion. Si ça n'est pas fait, c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir travailler, respecter ces plages horaires. Il faudra également veiller à tout ce qui est risques psychosociaux, l'isolement social et professionnel du salarié. Alors après, est-ce qu'on télétravaille tous les jours de la semaine ou un seul jour, voire 2 jours par semaine? On n'est pas effectivement sur les mêmes problématiques. On va avoir les risques liés au travail sur écran. L'obligation de sécurité, le document unique, Nathalie vient de vous en parler longuement. Donc tout ça, ça doit être intégré également dans le doc unique. Pour ce qui est d'une indemnité d'occupation, vous pouvez avoir effectivement certains salariés qui vont vous poser la question de dire, ben voilà, les frais d'électricité engendrés par le télétravail chez moi sont-ils pris en charge? Est-ce que je vais être indemnisée? Alors là, je vais vous faire une réponse un peu de Normand, puisque j'ai une réponse positive et négative. Pourquoi? Parce que dans la circulaire du ministère, à la question « l'employeur doit-il indemniser ?», la réponse est négative. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas couvert par une charte ou un accord d'entreprise qui définit cette obligation, il n'y a pas effectivement d'obligation d'indemniser. Parallèlement à ça, si vous allez sur le site de l'URSSAF, eh bien, on vous suggère d'allouer notamment une allocation forfaitaire pour pouvoir indemniser le salarié en télétravail. Donc, on parle de 10 € par mois pour un jour de travail, de télétravail. Si le salarié a passé la semaine, donc 5 jours x 10, on est à 50 € sur le mois. C'est une indemnité d'occupation, donc qui permet de couvrir les frais et qui n'est pas soumise à cotisation sociale. Donc, vous le mettrez en bas de votre bulletin de paie. Concernant les frais annexes, si vous donniez des tickets restaurants ou des titres de transport avant le télétravail, vous continuez de les donner aux salariés, même s'il est en télétravail. Voilà, pour faire un point sur ce télétravail. Nous allons parler de la gestion des congés, parce qu'effectivement, j'ai perdu la main également là, voilà. La question des congés, on arrive au 31 mai où sur les bulletins de paie, vous devez mettre à jour vos compteurs de CP. Donc là, il va falloir se poser la question de l'acquisition des congés payés. Les congés payés s'acquièrent en fonction du travail effectif qu'on fournit. Or, ça fait quelques mois que vos salariés soient en télétravail, sont en activité partielle, sont en arrêt de travail. Et selon effectivement l'arrêt, eh bien, l'acquisition des congés est différente.
Donc, quand vos salariés sont en activité partielle, que ce soit une fermeture complète ou une réduction du temps de travail, l'acquisition des congés se fait comme si ils étaient en travail. Hein, donc, il n'y aura pas d'incidence sur les compteurs. Par contre, quand votre salarié était en arrêt de travail, garde d'enfant, eh bien là, il n'acquiert pas de congés payés. Je vous invite malgré tout à vérifier vos conventions collectives, puisque certaines ont pu prévoir ce genre de dispositif et permettre l'acquisition des congés. Le principe, c'est qu'en maladie, on n'acquiert pas de congés, mais on a des accords de branche qui peuvent prévoir que les arrêts maladie sont considérés comme du travail effectif et permettent l'acquisition des congés. Alors, autre subtilité, c'est le travail qui permet d'acquérir des congés. Mais dans le mode de calcul, en fait, on acquiert 2 jours et demi pour 4 semaines de travail dans la limite de 30 jours ouvrables à l'année. Et quand vous faites le calcul, eh bien, en fait, en 11 mois de travail, en 48 semaines, on acquiert bien les 30 jours. Ce qui veut dire qu'à contrario, un salarié qui sera absent 4 semaines dans l'année ne perd pas de droit à congé. Hein. Donc, vous voyez que si l'arrêt de travail n'a pas plus d'1 mois sur l'année, il n'y aura pas d'incidence. Donc ça, c'est le premier point. Hein. Il faudra faire un petit peu ces calculs des absences des salariés pour vérifier si au 1er juin, vous mettrez bien 30 jours dans l'acquisition de congés ou pas. Ensuite, sur ces congés, il va falloir que vous vous posiez la question des congés à venir pour l'été. Comment vous allez organiser ? Parce qu'effectivement, certains ont pu permettre ou mettre des salariés en congé pendant cette période de confinement, hein, justement pour éviter la mise en chômage partiel notamment. Donc, il y aura peut-être des congés en moins, mais il peut y avoir aussi les congés qui sont habituellement demandés par les salariés en juillet-août, puisque période estivale obligeante, c'est effectivement possible et souvent fait comme ça. Mais vous, en tant qu'employeur, vous restez maître de la prise des congés. Donc, vous allez demander, comme tous les ans, aux salariés quelle semaine tu veux prendre. Vous allez l'accepter ou pas. Si vous l'acceptez, 1 mois avant, vous ne pourrez plus modifier cette date des congés. Donc, ça, c'est important d'en parler dès aujourd'hui à vos salariés pour positionner, voir, vous, dans le cadre de la reprise d'activité, si vous avez besoin de vos forces vives tout l'été ou pas, d'arbitrer. Nous avions parlé lors de notre dernier webinaire des dérogations. La loi vous permet d'imposer 6 jours ouvrables à vos salariés en respectant un délai de prévenance d'1 jour et non pas d'1 mois. Mais souvenez-vous, il faut un accord d'entreprise. Donc là, pareil, si vous êtes une entreprise sans représentant du personnel, c'est des choses sur lesquelles vous ne pourrez pas aller. Alors, ensuite, nous allons parler de la poursuite de l'activité partielle, puisqu'effectivement, même si on est en déconfinement progressif, eh bien, certains d'entre vous continuent d'avoir accès à l'activité partielle. Donc, il faut que vous réfléchissiez à ce que je continue totalement, partiellement. Vous n'avez pas de formalité particulière à faire sur le portail de l'ASP, puisque globalement, vous avez préconisé de faire vos demandes jusqu'au 30 juin. Donc, on est encore dans ce créneau-là. Attention, si effectivement vous avez fait des demandes plus courtes et que vous en avez encore besoin, il faudra faire des avenants. Donc, ça, c'est important à vérifier la date que vous avez mise sur vos demandes d'indemnisation d'activité partielle. Sur ces activités partielles, j'insiste, alors ce n'est pas écrit sur le slide, mais le mot est malgré tout important, c'est que vous devez respecter le caractère collectif de l'activité partielle. Ça veut dire que tous les salariés que vous placez en activité partielle doivent être sur un même pied d'égalité par rapport à des catégories professionnelles. On peut effectivement, en termes de marge de manœuvre, avoir individuellement et alternativement des groupes de personnes mis en chômage partiel, certains plutôt au début de semaine, d'autres en fin de semaine. Et nous avons la possibilité, grâce à une loi du 25 avril, la possibilité de poursuivre cette activité partielle en l'individualisant. Donc, c'est le slide 17.
Attention à ce slide, puisque j'ai mis entreprise de moins de 11 salariés. Pourquoi? Parce que pour individualiser l'activité partielle, il faut un accord d'entreprise, un accord collectif ou un accord après avis du CSE. Donc, toujours pareil, nos petites entreprises qui n'ont pas de représentants du personnel peuvent être un petit peu embêtées par rapport à individualiser cette activité partielle. À minima, je pense qu'on peut faire un accord d'entreprise sur lequel on aurait un référendum, on ferait voter les salariés à la majorité, tel que les ordonnances Macron nous le permettent depuis quelques mois. Donc, l'individualisation de l'activité partielle s'applique, j'irai automatiquement pour les salariés qui étaient en garde d'enfants et qui ont basculé au 1er mai sur l'activité partielle. Mais pour le reste, ça ne va pas concerner les autres modalités. Donc, je fais la transition avec les arrêts de travail dérogatoires qui passent effectivement en activité partielle depuis le 1er mai. Attention, là aussi, changement au 1er juin, puisque les parents qui ne pourront pas mettre leurs enfants à l'école devront apporter la preuve que l'école est fermée ou ne peut pas accueillir leurs enfants. Il faudra fournir à l'employeur une attestation de l'école qui vous permette de continuer à bénéficier de l'activité partielle. Pour ce qui est des personnes en situation vulnérable, eh bien là, il y a poursuite sur l'activité partielle. Il conviendra juste de continuer de fournir un certificat d'isolement et une attestation sur l'honneur, en sachant qu'aujourd'hui, les certificats d'isolement qui sont délivrés par les médecins ne comportent pas de date de fin. Donc, pour l'instant, on ne bouge pas. Alors, vous pouvez avoir, toujours dans cette dynamique de modalité de reprise, vous pouvez primer, avoir envie de récompenser les salariés qui ont donné de leur personne pendant cette période de confinement et leur verser la prime exceptionnelle pouvoir d'achat. Donc, on l'a évoqué dès le mois de janvier, cette prime Macron qui a été relancée. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce que dans cette période Covid-19, les conditions ont été assouplies. Notamment, il convenait d'avoir un accord d'intéressement pour pouvoir verser cette prime PEPA. Eh bien, pour les entreprises, les TPE, il n'y a plus l'obligation d'avoir un accord d'intéressement et vous pouvez donc verser jusqu'à 1 000 euros sans cotisation sociale, sans impôts dessus. Et ce, jusqu'au 31 août. Donc, jusqu'au 31 août, vous pouvez effectivement, en rédigeant une décision unilatérale de l'employeur, verser une prime pouvant aller jusqu'à 1 000 euros à vos salariés. Dans les nouveautés également, vous pouvez effectivement conditionner, moduler le montant des primes avec un critère lié aux conditions de travail liées au Covid-19. Ce critère a été rajouté dans les décisions unilatérales de l'employeur. Alors, je vais accélérer un peu parce que je vois que le temps passe. En termes de redémarrage intense d'activité, vous voyez, on va dans un sens positif. Eh bien, on va pouvoir permettre aux entreprises, pour faire face au surcroît d'activité, de déroger au repos dominical, d'aller au-delà des durées maximales de travail. On a assoupli la mise en œuvre du prêt de main-d'œuvre pour les secteurs dont la nécessité de travail est importante. Eh bien, vous allez pouvoir utiliser de la main-d'œuvre d'une autre entreprise et le site du ministère a même mis des modèles de mise à disposition des avenants au contrat de travail, puisque là, malgré tout, il faut que le salarié soit au courant. Alors, n'apparaît pas dans ce slide puisque c'est une circulaire ministérielle qui date du 20 mai sur le travail saisonnier qui fixe les conditions d'entrée des travailleurs saisonniers agricoles qui viennent de l'étranger. Donc, on a une position du ministre où on peut effectivement faire rentrer les salariés étrangers sur le territoire parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Pour ça, il faudra une attestation de déplacement international dérogatoire individuel. Donc, pareil, là, vous avez effectivement le formulaire sur le site du ministère.
Donc, l'attestation de déplacement dérogatoire, l'attestation de l'employeur, et il faudra fournir au salarié une déclaration d'embauche ou un contrat de travail pour apporter la preuve que ce salarié étranger vient bien en France pour travailler. Alors, je voulais malgré tout vous lire une petite note de cette circulaire qui me paraissait intéressante parce qu'on nous parlait de mesures de quarantaine qui restent malgré tout obligatoires, mais on nous dit en lieu et place de la quarantaine, l'employeur peut s'engager à ce que les déplacements des saisonniers concernés soient limités pendant 14 jours au strict minimum en prenant l'une des mesures suivantes. Soit l'hébergement sur le lieu ou à proximité immédiate du lieu de travail sans sortie, soit en cas d'hébergement à l'extérieur du lieu de travail, la limitation des déplacements des personnes au trajet domicile-travail. Donc, je trouve qu'effectivement, cette mesure donne beaucoup de responsabilités aux employeurs à qui on va demander de vérifier ce que vont faire les salariés embauchés. Donc, ça me paraît peut-être un peu délicat dans la mise en œuvre, mais bon, voilà, à suivre. À suivre. Voilà, j'en ai fini. Je vais laisser la main à nouveau à Nathalie sur la suite du déconfinement. Merci Christelle. Alors, quelques petits slides sur la suite du déconfinement. Se restructurer. J'avais envie de partager ça avec vous. Se restructurer. On sait que c'est une crise sans précédent. On a une récession qui est annoncée. Nous, à Serre France, on a fait des analyses économiques très poussées sur notre clientèle. On a quand même plus de 300 000 clients, donc on a un potentiel de statistiques très intéressant. On a des entreprises qui étaient déjà en difficulté avant le 16 mars, qui bien entendu, du fait du confinement, se retrouvent encore plus en difficulté et ces entreprises-là risquent d'être impactées assez lourdement. On a également des entreprises qui avaient suffisamment de trésorerie avant le déconfinement et dans ce cas-là, qui ont repris dès le 11 mai une activité très intense. Je pense notamment aux coiffeurs, par exemple. Mais pas que, je pense aussi aux garagistes qui ont vu toutes les commandes de réparation de automobiles revenir et qui, le 11 mai, ont continué à mettre certains salariés en activité partielle et qui, moi, hier matin, m'ont dit je suis Madame Bourdelle en recrutement, donc il faut que je trouve d'autres salariés parce que j'ai trop de boulot. Vous voyez, on a un petit peu de tout. Donc, c'est quand même une crise sans précédent. Donc, possibilité de se réorganiser, ça, je pense qu'il faut effectivement parler de différentes manières. Christelle l'a abordé. On peut faire de la réduction d'horaire. On peut faire travailler en équipe par roulement. Si on a une activité qui redémarre tranquillement, on peut laisser effectivement, on fait revenir les salariés petit à petit, quoi. Sur la perte d'emploi qui va être inévitable, c'est ce que je viens de vous dire, on a des entreprises qui étaient déjà fragilisées, donc on sait pertinemment qu'on va aller sur de la perte d'emploi. La perte d'emploi concerne, vous l'avez entendu dans la presse, les grands groupes. Les grands groupes de certaines distributions de vêtements, chaussures, etc., sans les nommer, sont relativement bien impactés, meubles également. Et puis, vous avez des options d'attendre ou d'anticiper. Là, c'est toutes les questions que vous allez vous poser autour, faut se mettre en perspective, faut apprécier ses besoins en trésorerie, et puis il faut préparer cette situation de sortie de crise de toute façon. Alors, à court terme, quel levier vous avez ? Je pense que vous les connaissez un petit peu, mais on voulait les rappeler. En termes de temps de travail, c'est tout ce que vous a donné Christelle là, actuellement. Des leviers autour de l'activité partielle, la prise de congé, les RTT. Vous pouvez liquider aussi les comptes épargne-temps si vous en aviez. Le prêt de main-d'œuvre, Christelle vient d'en parler. Former vos salariés, ça j'insiste bien sur la formation en termes de sécurité au travail. J'en ai parlé au tout début de mon propos. Et puis le deuxième levier, c'est la trésorerie. Report des charges. Nous, on a un certain nombre de clients à Serre France qui ont demandé le report des charges, notamment nos clients commerçants, artisans, services, professions libérales. Les kinés, ils ont dû fermer. Donc, le report des charges a été actionné depuis le 16 mars. Vous pouvez payer en différé l'épargne salariale également. Ça vous est ouvert tout ça. Donc, ça, c'est des leviers intéressants. Il faut les utiliser tous, partiellement. Je vous invite à le faire. Et puis, alors évidemment, je pouvais pas ne pas parler de licenciement économique dans cette partie-là, parce que on sait que entre guillemets, il va y avoir un petit peu de casse quand même, que c'est compliqué pour vous. Le licenciement économique pourrait être une alternative, notamment nous on le voit poindre à la rentrée, bien entendu, s'il n'y a pas d'autres alternatives possibles. Juste un petit mot sur le licenciement économique, c'est une solution coûteuse qui impacte immédiatement la trésorerie. C'est ça.
Plus que le licenciement économique, il peut être très très court, c'est-à-dire votre trésorerie, en 3 semaines, on peut avoir fait une procédure. Avec les conventions de reclassement que vous connaissez peut-être, eh bien en 3 semaines, le salarié peut être parti et c'est 1 mois après, on doit voilà, solde de tout compte, impact les indemnités à verser, congés, préavis, licenciement. Donc ça impacte votre trésorerie tout de suite, tout de suite. Il faut respecter des critères d'ordre de licenciement, donc c'est compliqué. Hein, on ne peut pas forcément mettre le plus ancien. Qui va-t-on choisir, hein, c'est compliqué aussi. Et puis on a quand même des actes juridiques, une procédure quand même qui est complexe en France. Hein, je vous l'accorde. On est au cœur nous de ces procédures. On accompagne de manière depuis toujours hein, sur les licenciements économiques et les actes juridiques à Serre France, nos clients qui sont concernés. Donc c'est une procédure, oui, complexe. Sur le risque également en termes de suite de déconfinement, c'est le risque en termes de partiel. J'ai juste fait une slide récapitulative là-dessus. Le salarié peut-il alterner télétravail et activité partielle? Ben oui, l'employeur il détermine la quantité de travail qui peut être exercée en télétravail et sa répartition. Puis le cas échéant, il y a des salariés qui doivent alterner télétravail et activité partielle parce que il n'y a pas d'école, par exemple. L'école est encore fermée ou l'école elle a ouvert que 2 jours dans la semaine, hein, ce qui est le cas pour beaucoup. Donc vous pouvez effectivement alterner. C'est compliqué, hein, c'est compliqué en termes de dossier, mais c'est compliqué aussi en termes de paye. Hein. Aujourd'hui, quand on mettait une demi-heure, un quart d'heure à faire une paye, aujourd'hui on met 3 fois, voire 4 fois le temps hein, pour faire une paye. Hein. Vous avez dû le sentir hein, et vous avez dû le voir au quotidien. Le salarié peut-il être en même temps en activité partielle et en télétravail? La réponse est catégorique, c'est bien sûr non. Le travail, c'est une modalité d'exercice possible, de télétravail possible. Hein. Dès lors, lorsque le salarié est en télétravail, il ne peut pas être en même temps en activité partielle. Et l'employeur qui demande à ses salariés de travailler alors qu'ils sont en même temps en activité partielle, il va forcément s'exposer à des sanctions. Alors parlons un petit peu. J'ai précisé dans ce slide qu'il faut avoir des fiches horaires très précises sur la répartition du temps de travail. Pourquoi? Parce que si vous avez fait un dossier d'activité partielle, vous êtes nombreux à avoir fait ces dossiers-là, les contrôles sont opérants. Les contrôles sont partis sur le local. Je peux vous le dire, toutes nos directs, dans tous nos Serre France, on l'a constaté sur les dossiers de nos clients, les contrôles sont en train de se faire par les directs sur l'activité partielle. Quels sont les 3 points qu'ils vont contrôler? Ils ont donné les grandes lignes directrices de leur contrôle. Ils vont d'abord aller contrôler les entreprises qui devaient rester ouvertes. Donc l'automobile, les dépanneurs. Ils ne vont pas aller contrôler en priorité nos coiffeurs. Hein. Ceux-là, ils étaient obligatoirement fermés d'un point de vue administratif. Ils vont aller contrôler tout ce qui est télétravail et garde d'enfants, puisque normalement, vous le savez, je vous l'avais dit la dernière fois, en télétravail, on est susceptible de pouvoir garder ses enfants et aussi de faire l'école. On m'expliquera comment. Mais bon. Et puis, ils vont contrôler les activités partielles qui sont où l'État a beaucoup rémunéré, c'est-à-dire les cadres. Donc, les cadres, ils vont aller vérifier les taux horaires. On a eu 36 ordonnances sur comment faire la paye des activités partielles. Le taux horaire, je prends quoi quand j'ai 169 heures, 135, quand j'ai des horaires d'équivalence, etc. Et alors, les cadres, ils vont aller contrôler tout de suite les taux horaires qui ont été appliqués. Et donc, si c'est pas été bien fait, avec on sait qu'on a fait à peu près, hein, on n'a pas échappé hein, dans nos cabinets d'expertise comptable, on a à peu près entre 10 et 15% de bulletins de salaire en activité partielle qui sont faux. Parce qu'on a fait des payes à un moment J où la loi à effet rétroactif a été changée. Donc, on sait qu'on a des régularisations à faire. Hein. Donc, soyez très, très vigilants là-dessus. Les indemnisations, elles sont très rapides. Elles sont en cours elles sont effectuées actuellement pour le mois d'avril est terminé également. Les contrôles vont arriver. Donc, prudence, prudence. Et puis, Christelle, maintenant, on va parler des dirigeants salariés qui avaient une forte attente au premier webinaire et des mesures de soutien vous concernant les dirigeants salariés. Tout à fait, parce qu'effectivement, ces mandataires sociaux, hein, les présidents de SAS, les gérants minoritaires de SARL, hein, qui ont un bulletin de paie en tant que salariés assimilés, ont été un peu les oubliés de l'activité partielle, hein, même si effectivement, on pensait bien que vous seriez dans les cases, bien vous ne l'avez pas été. Alors, vous avez été effectivement nombreux à nous interroger hein, sur qu'est-ce que je fais, hein, j'ai pas de trésorerie, est-ce que je baisse ma rémunération, etc. Donc, ce slide sert à vous montrer, attention, quand vous versez une rémunération, ça conditionne des prestations sociales.
Donc ça, il faut bien l'avoir en tête que si je n'ai pas de rémunération, je n'ai pas de couverture sociale. Ça, c'est le premier point important. Donc, je voulais mettre deux choses importantes, c'est les trimestres retraite. Sachez que pour pouvoir valider les 4 trimestres pour la retraite, il faut que vous cotisiez sur 600 SMIC. Concrètement, c'est sur 6 090 € par an. Donc, quitte à vous rémunérer, il faut au moins que vous ayez cette rémunération annuelle pour pouvoir au moins valider les 4 trimestres. Ensuite, il faut avoir en tête que les indemnités journalières maladie, donc si vous tombez malade dans les prochains mois, eh bien la MSA ou la Sécurité sociale, le régime général, va vérifier les salaires des 6 derniers mois ou des 12 derniers, selon la durée de l'arrêt de travail. Et pour pouvoir percevoir des indemnités journalières, il faut là également que vous ayez cotisé sur 2030 SMIC. Là, il y a une petite coquille qu'on corrigera dans le support. Donc, 2030 SMIC annuel, ça correspond à une moyenne environ de 1 717 € brut par mois de rémunération. Donc, quand vous allez faire le choix de baisser votre rémunération, bien, ayez conscience effectivement que vous pouvez perdre des droits à retraite, à indemnité journalière, à l'invalidité, etc. Donc ça, c'est important à le souligner. Si jamais vous décidez de baisser votre rémunération, il faudra bien évidemment rédiger un PV d'Assemblée générale pour déterminer le montant de la nouvelle rémunération. Alors, si vous ne faites pas le choix de baisser cette rémunération, vous avez d'autres angles qui sont notamment une aide, alors pas spécifique aux dirigeants salariés, qui est également une aide pour les salariés qui vient des caisses de retraite Agirc-Arrco. Donc, c'est une aide individuelle exceptionnelle, toujours pareil, liée au Covid-19. Là, vous avez un formulaire à remplir. C'est l'action sociale, en fait, qui gère cette aide-là de 1 500 €. Donc, vous remplissez un formulaire dans lequel vous allez détailler vos difficultés financières et matérielles et votre caisse de retraite pourra vous débloquer une aide de 1 500 €. Ensuite, vous avez le fonds de solidarité, alors qui existe depuis le début. Et j'ai vu que dans le chat, il y a quelques questions à savoir, est-ce qu'elle est reconduite en mai? Bien, la réponse est positive, effectivement. Cette aide a été reconduite dans un décret du 12 mai pour le mois de mai. Donc, les conditions ont évolué également et nos dirigeants de SAS ont accès à cette prime au titre, ce fonds de solidarité, ce depuis le mois de mars. Les nouveautés, c'est qu'on a étendu effectivement certains bénéficiaires, notamment des entreprises qui ont démarré leurs activités avant le 1er mars, alors qu'avant, c'était avant le 1er février. Les retraités entrepreneurs, donc ceux qui sont en cumul emploi-retraite, peuvent également bénéficier de ce fonds de solidarité. Les artistes-auteurs. Quant aux entreprises qui ont été dans l'obligation de fermer, donc nos hôtels, cafés, restaurants, tout ce qui est événementiel, culture, eh bien, les conditions ont évolué sur les plus de 20 salariés, enfin au moins 20 salariés et jusqu'à 2 millions € de chiffre d'affaires. Donc, sur ce dernier point, attention, là, par contre, le texte n'est pas paru. C'est une annonce et on attend le texte c'est qu'un communiqué de presse. Donc là, pareil, on attend que le texte sorte pour pouvoir l'appliquer. Assouplissement également du second volet, qui là, la subvention vient des régions, qui est élargie aux entreprises donc, qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 8 000 €. Alors, on a beaucoup d'aides qui viennent un petit peu partout, à la fois nationales, régionales. Je vous invite à aller sur le site qui est aide avec un s.fr. Vous saisissez votre ville, votre commune, et vous aurez effectivement les aides qui existent par votre département, votre communauté de communes, votre communauté d'agglomération. Il peut y avoir des aides spécifiques, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui se passe dans vos départements respectifs. Dernier point sur ce fonds de solidarité. Certes, on a élargi les bénéficiaires, mais l'aide
pour avoir cette aide de 1 500 €, on va soustraire, je vous parlais notamment des retraités qui sont certes accessibles, mais s'ils ont par exemple une pension retraite de 700 €, on va déduire la pension retraite des 1 500, donc ils n'auront que 800 € d'aide. Donc faites attention à cette petite modalité. Ensuite, vous êtes très nombreux à nous interroger sur l'annulation des charges patronales pour les TPE annoncées par le gouvernement. Alors, il s'agit effectivement, là, pas d'un report de charge, comme l'a évoqué Nathalie tout à l'heure, mais là, simplement d'une annulation. Alors, sachez que pour l'instant, pareil, ce ne sont que des communiqués de presse. Le premier en date du 24 avril et le second du 14 mai, mais toujours pas de texte qui nous permette l'applicabilité de cette mesure. Donc, elle fait partie, cette mesure, du plan de relance du tourisme, qui permettra effectivement d'avoir ces annulations de charges, mais on ne sait pas vraiment qui, quand, comment, voilà. Donc pareil, on est en veille sur le sujet, on reviendra vers vous dès qu'on en saura davantage. Voilà. Très bien. On va pouvoir passer aux questions. Merci Christelle, on est à 45, on a quelques minutes pour ouvrir le chat et donc on vient de référencer les questions très intéressantes. Je vois Ludovic qui revient. Première question, Christelle, autour, beaucoup de questions te concernant. D'accord. Sur la question des congés en cas de garde d'enfants, si la convention collective prévoit l'acquisition de congés en cas de maladie indemnisée, on est d'accord pour dire que l'arrêt garde d'enfants ne génère pas de congés payés, car ce n'est pas au sens strict de la maladie. Oui, on est d'accord sur cette analyse. Ouais, super. Alors, Salah, je ne sais pas si on aura la réponse, parce que je ne l'ai pas vu beaucoup passer, mais c'est une question intéressante. Mais si on ne peut pas répondre, on vous apportera une réponse ultérieure. J'ai un salarié qui est bloqué à l'étranger depuis fin février. Effectivement, il y en a eu. Il n'y a aucun moyen de rejoindre la France. Donc, il ne peut pas rejoindre la France. Est-ce qu'il peut le déclarer en chômage partiel à partir du 1er juin? Une bonne question, ça. C'est une bonne question. Donc, mais je pense qu'on va la garder sous le coude et puis on reviendra vers vous ultérieurement. À mon sens, c'est de la discrétion du salarié et non pas de l'entreprise, là, pour le peu. Il n'y a pas d'arrêt de travail, sauf à ce qu'il ait fourni un arrêt de travail, ce salarié-là. Exact, ouais. Avez-vous des informations quant à la saisie de l'activité partielle pour motif garde d'enfants sur le site du gouvernement, donc sur l'ASP, je suppose, dont on parle? Pour le moment, il n'y a pas de case spéciale. Alors, effectivement, il n'y a pas de case, mais alors ça, par contre, je vous invite à le faire très rapidement parce que nous avons expliqué que la bascule garde d'enfants activité partielle s'était passée au 1er mai. Et nous avons 30 jours pour faire les déclarations. Donc, il y a deux cas. Il y a à la fois ceux qui étaient en activité partielle déjà pour leurs autres salariés. Donc là, pour vous, vous allez en fait sur le site de l'ASP. Quand vous allez dans votre recherche de dossier, vous avez en bas à droite un onglet Avenant. Donc, vous cliquez sur Avenant et vous allez suivre effectivement les fichiers. Et en créant cet avenant, vous allez donc augmenter le nombre de salariés et le nombre d'heures nécessaires jusqu'à fin juin ou fin mai, selon la période que vous avez choisie. Et dans les motifs, vous allez avoir, vu que vous créez un avenant, il faut prendre des engagements en termes d'emploi, sinon ça bloque. De toute façon, vous ne pourrez pas avancer sur le site de l'ASP. Et vous allez tout en bas, vous avez autres engagements. Et là, vous allez effectivement écrire activité partielle suite à l'arrêt de travail garde d'enfants. Voilà, donc ça c'est le premier point pour ceux qui ont déjà des dossiers d'activité partielle. Par contre, ceux qui n'avaient pas du tout utilisé l'activité partielle, il convient très urgemment, avant normalement le 30 mai, de créer votre compte d'activité partielle pour pouvoir demander les indemnisations à l'ASP pour pouvoir être remboursé des sommes que vous versez aux salariés. Merci Christelle. C'est pas automatique, c'est surtout ça qui est important. C'est pas automatique. Ouais. C'est ça. Oui. Encore une question autour de la PEPA. Oui. Si notre entreprise avait déjà versé une prime en janvier, oui, vous avez été quelques-uns à faire cette démarche-là, peut-on prendre une deuxième DUE PEPA en 2020 pour récompenser l'implication liée à la crise sanitaire? Rien ne l'interdit, dans la mesure où vous respectez les 1 000 ou 2 000 €, si vous avez un accord d'intéressement, voilà, pas de souci.
Alors, une autre question sur le site de l'URSSAF par rapport aux allocations de frais qu'aurait engagé le salarié, donc pour verser donc les fameux 10 euros quand on a un jour de télétravail par semaine, quand c'était déjà prévu avant ces mesures et que le salarié a travaillé 5 jours sur 5 en télétravail, ça fait 50 euros. Oui, c'est ça, c'est ce que je vous disais en fait, hein, c'est la problématique de le site du ministère qui nous dit on doit rien verser et puis le site de l'URSSAF qui nous dit on doit verser. Donc je laisse ça à votre appréciation d'employeur et on verra si on a beaucoup de contentieux avec les salariés. Et puis on va prendre une dernière question. Qu'en est-il de l'assouplissement de la durée du travail jusqu'au 31 décembre 2020 en l'absence de la publication Et oui, ce fameux décret là sur les secteurs concernés qu'on attend toujours, effectivement. Donc, voilà. et comme je dis très très régulièrement, hein, attention, il y a effectivement les annonces médias et puis il y a les aspects pratiques où, bon juriste, on a besoin des textes pour pouvoir les appliquer. C'est ça, c'est ça. Voilà. Écoute, Ludovic. Comme conclusion, merci Nathalie et Christelle pour cette présentation. Vous pourrez télécharger ce support, bien évidemment, à travers la plateforme Webikeo. Vous étiez certains à nous le demander. On a mis en place un sondage vous permettant de donner des éléments et des appréciations sur ce webinaire que vous allez pouvoir retrouver. Par rapport à ça, dans la suite, vous êtes adhérent, vous êtes client Serre France, pas bien entendu, sur ces questions. Je vous invite à prendre contact avec votre comptable, avec votre conseiller, avec votre contact chez Serre France pour toutes les questions que vous pourriez avoir. Vous n'êtes pas client, vous n'êtes pas adhérent Serre France et vous souhaitez mieux nous connaître, nous découvrir. Je vous invite à rejoindre et à aller visiter notre site serrefrance.fr. Vous y trouverez de nombreuses informations qui ont été mises à disposition pendant cette période par nos experts, que ce soit des éléments sur le dernier webinaire, que ce soit des supports, que ce soit des présentations, que ce soit des éléments très opérationnels qui complètent cette présentation sur notre site serrefrance.fr et puis la possibilité très facilement de pouvoir prendre rendez-vous, de pouvoir venir nous voir en agence. 700 agences en France, c'est en moyenne 30 km pour un chef d'entreprise pour venir nous voir. Grâce à notre réseau et à notre proximité, être proche de vous, sur le terrain, dans vos territoires. C'est la vocation du réseau Serre France et nous continuerons à le faire. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. Vous étiez nombreux à être là. On continuera ce type d'initiative naturellement pour pouvoir répondre à vos questions, vous accompagner sur des thèmes que ça soit le thème du social, que ça soit le thème de la trésorerie, que ça soit d'autres thèmes que nous vous proposerons dans les semaines à venir. Merci beaucoup encore Nathalie, Christelle, et puis je vous dis à bientôt sur cet espace ou dans d'autres occasions qui ne manqueront pas. Voilà, bonne journée à tous. Bon courage à tous les chefs d'entreprise dans cette période si particulière. Bon courage dans vos activités. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.